La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres de cette édition. Premier conseil des ministres de 2021 ce mercredi. Le Premier ministre et les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe. Vous aurez la substance de ce premier conseil des ministres dans cette édition. Et puis la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a une nouvelle équipe dirigeante depuis ce matin. Il s'agit d'une délégation spéciale en charge d'organiser les prochaines élections consulaires. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le tout premier conseil des ministres de l'année 2021 s'est tenu ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe. Le compte rendu de la séance avec le ministre Akoda Ayiwadan en charge de la communication, porte-parole du gouvernement. Compte rendu du conseil des ministres du 6 janvier 2021. Le premier conseil des ministres de l'année 2021 s'est tenu ce jour au nouveau palais de la présidence, sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République. À l'ouverture de la séance, Madame le Premier ministre a présenté, au nom des membres du gouvernement, les vœux de bonne santé et de réussite à M. le Président de la République. Et rendant grâce à Dieu, elle a saisi cette opportunité pour saluer le leadership du chef de l'État qui a permis à notre pays de préserver ses acquis face à la situation sanitaire que connaît le monde et renouveler solennellement l'engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort dans la réalisation de la feuille de route du quinquennat. En réponse, son Excellence, le Président de la République, a remercié les membres du gouvernement et a mis en exergue 3 valeurs devant guider l'action gouvernementale, à savoir la foi, le travail et la détermination. Seul le respect de ces valeurs permettra d'atteindre l'essentiel, notamment la satisfaction des besoins primaires de nos populations en eau, en électricité, en éducation, en santé et en infrastructure. Le Conseil a ensuite examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté 4 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné un avant-projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Tirant les conséquences de la réforme constitutionnelle et de la modernisation récente du cadre de gestion des finances publiques, ce texte prévoit une extension des attributions de la Cour en y ajoutant l'émission d'avis sur les rapports annuels de performance, le contrôle des visas des contrôleurs financiers et le contrôle de gestion des responsables de programme dans le cadre du budget programme. Il prévoit également la compétence juridictionnelle de la Cour et des cours régionales des comptes en matière de discipline budgétaire et financière et un dispositif de limitation des mandats pour les magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné en première lecture un projet de décret portant approbation de la politique sur les enseignants, annoncé lors du précédent Conseil. Et à titre de rappel, cette politique vise à accélérer la transformation du secteur de l'éducation en modernisant la formation des enseignants, les principes de leur motivation et le suivi de leur carrière. Et ce processus d'élaboration inclusif sera soumis au prochain Conseil des ministres pour une analyse plus approfondie en vue de son adoption. Le Conseil a ensuite adopté le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du développement et de l'aménagement du territoire et le projet de décret portant organisation et fonctionnement de la Commission régionale du développement et de l'aménagement du territoire, CORDAT.
Le Conseil supérieur de développement et d'aménagement du territoire est un organe au niveau national d'orientation, d'approbation et de décision en matière de développement et d'aménagement du territoire, tandis que le Conseil régional de développement et d'aménagement du territoire est sa déclinaison régionale et locale. La création de ces structures est prévue par la loi 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi cadre sur l'aménagement du territoire qui fixe le cadre juridique de toutes les interventions de l'État et des autres acteurs et qui détermine les règles ainsi que les institutions de l'aménagement du territoire à différentes échelles. Au titre des communications, le Conseil a examiné une communication relative à la réforme de la charte des activités physiques et sportives présentée par le ministre des Sports et des Loisirs afin de s'adapter aux réalités de l'heure, tant sur le plan national que sur le plan international. Par ailleurs, cette initiative s'inscrit dans le contexte des ambitions de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 pour contribuer au développement socio-économique de notre pays en faisant des activités sportives un vecteur d'épanouissement et un levier de création d'emplois. Le Conseil a examiné une seconde communication relative à la charte de bonne conduite en équipe nationale locale de football du Togo, présentée par le ministre des Sports et des Loisirs. Les sports en général et le football en particulier doivent être régis par un ensemble de règles permettant d'orienter le comportement des acteurs autour de valeurs qu'ils sont tenus d'observer afin non seulement de susciter l'adhésion du public, mais aussi de démontrer leur patriotisme et leur sens du drapeau. C'est donc dans ce cadre qu'une charte de bonne conduite a été élaborée pour l'équipe nationale locale de football, qui prendra très prochainement part, pour la première fois dans l'histoire du Togo d'ailleurs, au championnat d'Afrique des Nations. La signature de cette charte a été saluée par le Conseil des ministres qui a instruit pour sa généralisation à l'ensemble des équipes nationales, toutes disciplines confondues. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative à la situation de la paix et de la sécurité dans l'espace CEDEAO, présentée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. En effet, la position avant-gardiste de la CEDEAO et son assistance permanente aux États membres en matière électorale ont permis de parvenir récemment au Ghana comme au Niger à des processus électoraux globalement satisfaisants et transparents. Contrairement à la situation politique, qui émet plutôt des signaux encourageants, le tableau sécuritaire représente un réel défi. Pour cette raison, le prochain sommet de la CEDEAO, prévu pour le 23 janvier, sera un rendez-vous décisif de l'agenda sécuritaire 2021 de la communauté. Il devra permettre d'insister sur la nécessité de mettre en œuvre tous les mécanismes de la CEDEAO pour préserver la paix dans notre sous-région. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative aux préparatifs et les modalités pratiques de la vaccination contre la Covid-19 au Togo, présentée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Conformément aux instructions du président de la République, des actions préparatoires ont été menées permettant à notre pays d'adhérer à l'initiative COVAX, garantissant une disponibilité de vaccins au profit des personnes les plus exposées à la maladie. La future campagne de vaccination va ainsi mobiliser l'ensemble du système de santé et concernera en premier lieu le personnel soignant, les plus de 50 ans et les moins de 50 ans présentant des facteurs de comorbidité. Dans un deuxième temps, elle sera étendue aux autres catégories telles que les étudiants, les enseignants, le personnel des administrations, publiques et parapubliques, les forces de l'ordre, etc. Le Conseil a instruit pour une poursuite des préparatifs
et a saisi cette occasion pour rappeler la nécessité de continuer à observer les mesures barrières qui sont, à ce jour, les seuls moyens de se préserver de toute contamination. Au titre des divers, le Conseil a écouté un compte-rendu du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social relativement à l'adoption du Code du travail. Le Conseil a également écouté un compte-rendu relatif à la gestion du couvre-feu présenté par le ministre en charge de la Sécurité, qui a dressé un bilan satisfaisant, constatant un respect des mesures édictées, constatant également une baisse de la criminalité et des accidents de la route. Le Conseil a saisi cette occasion pour saluer le sens de civisme des populations et a félicité la FOSAP pour le travail accompli. Fait à Lomé, le 6 janvier 2021, le Conseil des ministres. Et après donc le compte-rendu du Conseil des ministres, professeur Akoda Iwadan s'est prêté au désormais traditionnel exercice de questions-réponses des journalistes. Et je vous propose justement sa réponse à la question sur le professionnalisme des enseignants et leur redevabilité. Aujourd'hui, il s'agit d'un certain nombre de mécanismes qui vont être mis en place. Et ce ne sont pas des mécanismes discriminants. La question de la redevabilité est une question de dialogue social, finalement, dans le sous-secteur de l'éducation. Comment est-ce que ce dialogue va s'organiser? Il va s'organiser dans les cadres qui sont fixés par l'État. Relativement à la formation des enseignants, l'État met en place les structures. Relativement à la motivation, à l'évaluation des enseignants, c'est également l'État qui met en place les structures. Mais en mettant en place ces différentes structures, l'État ne met pas de côté l'enseignement confessionnel, l'enseignement privé, puisque l'éducation doit rester une seule pour notre pays. Et vous suivrez donc l'intégralité de cette conférence de presse à la fin de cette édition. L'Office togolais des recettes et les responsables de l'Office togolais des recettes OTR étaient face à la presse ce mercredi à Lomé. Au cœur de leurs échanges, les nouvelles dispositions contenues dans la loi de finances exercice 2021. L'idée est de renseigner les journalistes afin de les amener à une large et meilleure communication sur ces dispositions. Voyons cela avec Sonia Aminiko. L'Office togolais des recettes OTR dans sa stratégie de communication. À cette conférence de presse, il est question pour l'institution d'informer et de renseigner les journalistes sur les nouvelles dispositions du Code général des impôts contenues dans la loi de finances exercice 2021. La loi de finances 2021, y compris l'ordonnance de 2020 qui a consacré des modifications du Code général des impôts et des douanes, s'inscrit fondamentalement dans la relance de l'économie et dans la perspective de sortie de la crise sanitaire. Et en ce sens, consacre un pas important sur la reconduction des mesures de renouvellement du parc automobile et également du renoncement des taxes et de l'abaissement des taxes pour l'élargissement de l'assiette fiscale et pour repousser l'économie nationale pour atteindre l'objectif visé en 2021 de rehausser notre PIB à partir de 1,5 en 2020 à 4,5 en 2021. La loi de finances est également accompagnée du budget 2021 de l'État. À ce titre, il est attendu de l'OTR 644 milliards de francs CFA à mobiliser pour le financement des projets et programmes que le gouvernement entend mettre en œuvre cette année. Cela s'inscrit également dans le soutien et du financement du plan national de développement décliné dans la politique du gouvernement en 42 programmes et réformes. Il s'agit pour l'OTR d'amener les journalistes à mieux cerner ces nouvelles dispositions pour une large et meilleure communication autour d'elles.
Et l'Office togolais des recettes change de paradigme pour mieux servir les contribuables afin de les amener à un consentement fiscal. Dans cette dynamique, il est prévu depuis 2018 dans la loi relative au livre des procédures ce que l'on nomme le quitus fiscal. Et puis récemment, l'attestation de régularité fiscale. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Pourquoi ces actes et quelles sont les conditions de leur délivrance? Les réponses dans ce dossier signé Sonia Amineko. Le quitus fiscal est une disposition légale prévue dans la loi relative au livre des procédures fiscales. Si jusqu'ici, cet acte fiscal est ordinairement délivré à tous les contribuables, désormais, il change de configuration et est uniquement délivré aux contribuables dits citoyens. Ceci sur la base de critères bien définis. Pour cette nouvelle année, l'Office togolais des recettes a voulu honorer les bons. Le quitus fiscal qui était ordinairement délivré est désormais réservé aux contribuables que nous désignons contribuables citoyens. Et ce quitus fiscal a une validité d'une année civile. Et pour être contribuable citoyen, il faut non seulement payer et déclarer ses impôts dans le délai, mais il ne faut avoir pas fait objet de mise en demeure liée à ses obligations déclaratives et de paiement. En cas de contrôle fiscal, il ne faut pas que les droits rappelés dépassent 15% des impôts ordinairement déclarés et payés. Il ne faut pas être contribuable inactif et ayant subi la retenue spéciale BIC de 15% au cordon douanier. Pour être qualifié de contribuable citoyen, il ne faut pas avoir adopté des comportements ou eu des agissements de nature à entraver les différentes procédures fiscales. Et si on est importateur, il ne faut pas subir une procédure de contentieux douanier concluante. Outre le quitus, il est aussi délivré l'attestation de régularité aux contribuables. Les autres contribuables qui se conformeraient juste aux différentes obligations avec régularité auront une attestation de régularité fiscale. L'attestation de régularité fiscale couvre les opérations de transfert de fonds et a une validité de 3 mois n'excédant pas l'année civile. Pour l'Office togolais des recettes, ces deux actes constituent une preuve de la bonne foi des contribuables. Pour ceux qui doivent voyager, on leur demande le quitus s'ils sont opérateurs économiques, parce que le pays de destination veut s'assurer que si dans ton pays, tu te conformes bien. Et c'est pourquoi ces documents fiscaux sont importants. Et aujourd'hui, la réforme va au-delà. Et pour éviter les cas de falsification, il est défini sur tous les actes un code que nous appelons QR Code en anglais, Quick Response Code. Et dès qu'on le flash, ça renvoie à une page qui affiche toutes les informations d'authenticité du document. Le quitus couvre 4 formalités essentiellement. Les formalités de soumission aux appels d'offres, les formalités de demande de carte de séjour, de visa, mais aussi les autres formalités non dénommées. Ces documents fiscaux sont délivrés par l'Office togolais des recettes aux partenaires contribuables qui sont en règle vis-à-vis de leurs obligations fiscales et qui en font la demande. L'Agence nationale de l'assainissement et de salubrité publique ANASAP, dans sa lutte contre la pollution, offre désormais des toilettes aux usagers de la plage de Lomé. Et c'est la commune Golfe 4 qui veillera à la gestion et à l'entretien de ces sanitaires. Et toujours dans cette dynamique, l'entretien de la plage de Lomé, qui se faisait manuellement, se fera désormais par une machine d'entretien. Et le ministre de l'Urbanisme était sur les lieux pour découvrir toutes ces dispositions. Le reportage est signé Samuel Passoki et Antoinette Romao. Au revoir. Cet ouvrage d'assainissement public est réalisé par l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP. Ceci dans le cadre du projet WACA. Composé de latrines, des urinoirs alimentés par un forage et des panneaux solaires. Nous avons aussi réalisé des fosses septiques étanches en matériaux composites, histoire de collecter les excréments pour ne pas que ceux-ci puissent souiller la nappe phréatique. Cet ouvrage que nous venons de réaliser, qui va être réceptionné très bientôt, sera confié à la commune Golfe 4. Parce que l'ouvrage se situe sur le territoire communal Golfe 4. Et la commune 4 va essayer de contractualiser avec un prestataire qui va exploiter. Mais
Tout ça là sur la supervision et le contrôle de la NASAP. Et comme c'est un joyau, si nous disons que l'entrée serait gratuite, nous n'allons pas vraiment retrouver le joyau là dans son état après une année d'usage. Donc, d'où la nécessité de demander une contribution, un prix forfaitaire à tout usager de cette infrastructure. C'est une gestion participative qui se fera entre la NASAP et la commune Golfe 4 qui déjà se réjouit de l'ouvrage. Nous allons faire bon usage pour pouvoir aider les populations qui viendront à la plage pour pouvoir résoudre une fois de bon le problème de l'assainissement qui se pose à notre plage. La NASAP mène diverses activités sur le terrain pour offrir un cadre adéquat à la population togolaise. On la retrouve également dans l'aménagement de la plage ou des espaces verts pour rendre la ville plus attrayante. Et des dispositions d'assainissement, mais surtout de foresterie urbaine, sont prises et mises en exécution à l'Université de Lomé. Des initiatives soutenues par la direction de l'environnement et qu'est allé découvrir le ministre Tcholegnano de l'Environnement. Samuel Pasaki, Antoinette Homa-Ovovor pour le compte rendu. L'Université de Lomé se modernise au jour le jour. De grands travaux entrepris pour donner un nouveau visage à ce temple du savoir. Et parmi ces travaux, l'aménagement et la réhabilitation du bassin. Cet espace vert est aménagé avec la réalisation des passerelles. Un projet qui permet d'améliorer le cadre de vie des universitaires et aussi de développer et promouvoir un cadre attractif et sportif. Nous constatons que des forêts disparaissent et il n'y a pas d'endroit où les gens vont se recréer. Et montant le projet avec l'université, le gouvernement s'est intéressé et a sollicité l'appui de l'Union européenne en sorte que ce projet puisse prendre corps. Le projet consiste donc à construire 2 passages supérieurs, un au nord et l'autre à l'entrée de l'université. Et il y aura un jardin à la française qui va se faire à côté, à l'ouest du bassin qui est construit au sein de l'université, et des passages piétons qui vont relier ces 3 endroits. La finalité, c'est d'abord créer un coin de loisirs pour les étudiants et ouvrir ça au public, et permettre aussi de faire du sport, parce que les passages piétons permettront de relier l'ensemble de ces 3 sites. C'est un projet de foresterie urbaine qui a retenu l'attention du ministre en charge de l'urbanisme. Démarré en avril 2020, le projet sera exécuté sur 10 mois. Et ce soir, je vous amène dans la région des Savanes, plus précisément dans la préfecture de Tandjouari. Pourquoi? Vous allez le voir, c'est que cette préfecture abrite une forêt extraordinaire, bénie, dit-on là-bas. Il s'agit de la forêt communautaire de Moumouane Pak. Elle aurait le don d'impacter positivement la vie quotidienne des populations riveraines dans plusieurs secteurs d'activité. Comment cela se passe concrètement? Suivant le guide Chazenambaga. Ce qui attire l'attention en premier ici à Moumouane Pak, dans la préfecture de Tandjouar, c'est la verdure ambiante, malgré la saison sèche qui est déjà très avancée. Les habitants attribuent cette fraîcheur à la forêt communautaire mise en place il y a de cela 22 ans déjà. L'initiative vient du chef du village, à l'époque membre d'un groupement agricole. Une fois, nous avons fait une tournée pour le groupement. J'ai arrivé à Le Panneau, j'ai vu un blanc là qui était venu. Il a gardé la forêt, j'ai vu que c'est bon. On a dit, les propriétaires du terrain, de faire tout possible. On va se réunir pour faire la forêt. Mais c'est 2 personnes qui ont donné le terrain, puis on a déposé la forêt. La forêt s'étend sur une superficie de 20 hectares. Elle renferme plus de 45 essences floristiques, dont de nombreuses plantes médicinales qu'on ne retrouve plus que dans cette sylve, véritable lieu de conservation de la biodiversité locale. Cet arbre, on l'appelle Deutérium, si tu en prêt, et ça ne guérit pas. On prend les racines là, on prépare, et avec ça, si tu traites la plaie, ça traite ménésite.
Cet arbre, on l'appelle lingué. C'est blanche. On prend ça pour manger le cure-dent. Ces fruits aussi, ancien temps, c'est ce qu'on prenait pour faire la pêche. Depuis sa mise en place, la forêt communautaire de Moumouane-Pak a créé un microclimat de type subéquatorial comme celui au sud du pays, avec 2 saisons pluvieuses, contrastant nettement avec le climat soudanien de type semi-aride, avec une saison pluvieuse et une sèche qui règne dans la région des savanes. Déjà les premières pluies en avril, nous on commence le labour parce que nous avons un sol sablonneux et grâce à la forêt là, il pleut à temps. Et quand on récolte, on refait encore la culture du soja et du maïs. Et on va encore récolter ensemble avec les autres. Pour rentabiliser au mieux la forêt, la communauté de Moumouane-Pak s'est lancée cette année dans l'apiculture avec 9 ruches disséminées un peu partout dans la sylve. La gestion de la forêt, on a 3 comités. On interdit les feux de brousse. On a interdit aussi de couper les bois frais dedans. On a interdit d'attacher les animaux domestiques dedans. Si c'est au pâturage qui passe, il peut passer dedans. On a interdit aussi les femmes qui font le charbon. Protéger la forêt de Moumouane-Pak est devenu une affaire de toute la communauté qui veut ainsi consolider sa résilience face aux effets pervers des changements climatiques. Et parlons de la situation de la pandémie à coronavirus à présent au Togo. Plus de 300 cas positifs et 3 décès ces 2 dernières semaines. Les 2 tiers des cas sont à Lomé et la plupart sont des voyageurs. Et selon la coordination de riposte, le bilan des 2 semaines de restrictions durant la période des fêtes est satisfaisant et le Togo devra disposer d'ici peu d'un vaccin tel qu'annoncé par le chef de l'État dans son adresse à la nation. Le compte rendu de la conférence de presse avec Dodo Wari. Les 2 semaines de restrictions ont-ils impacté positivement le taux de contamination au Covid-19? C'était l'une des préoccupations des journalistes à ce rendez-vous avec la coordination. Il est trop tôt pour faire une comparaison des chiffres de contamination selon le colonel Dibril, qui reste tout de même optimiste. Il y a eu, de façon générale, le respect des mesures restrictives qui ont été prises. S'il n'y avait pas ces mesures, le chiffre qu'on aura devait être beaucoup plus grand que le chiffre qu'on va avoir peut-être d'ici 10 jours. Et c'est le lieu d'exprimer notre satisfaction par rapport à la bonne observation des dites mesures sur toute l'étendue du territoire. Ces mesures relatives à la période de fête sont à leur terme, mais nous rappelons que aussi nous sommes toujours en état d'urgence sanitaire. Donc nous devons continuer à rester en alerte et ceci fidèle à notre stratégie progressive et méthodique, en attendant que nous commencions la vaccination chez nous. Et pour l'heure, nous continuons par insister sur le respect des mesures barrières qui ont fait leur preuve jusque-là. D'ici juin, le Togo devrait disposer des vaccins issus de l'initiative COVAX. Mais en attendant, le pays anticipe. En l'anticipation et au leadership du chef de l'État, nous pouvons avoir des doses de ce vaccin beaucoup plus tôt chez nous, au Togo, avant que l'initiative COVAX ne prenne effet. Est-ce que nous commencerons avec les personnels de santé et les personnes âgées et les personnes qui ont les comorbidités? Donc actuellement, au niveau du ministère de la Santé, tous ces calculs sont en train d'être faits pour avoir les chiffres exacts et en fonction des doses que nous aurons, on saura à quelle population commencer. Donc, c'est dire que la stratégie est en train d'être peaufinée. La coordination appelle les Togolais à maintenir le cap dans le respect des règles sanitaires. Le pays
continue de traquer les cas contacts pour les traiter et éviter d'autres éventuelles contaminations. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus à présent, à ce jour du mercredi 6 janvier 2021, la situation de la pandémie se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 3807. 37 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries s'élève à 3544. 29 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 193 et le nombre de décès s'élève à 70. On enregistre malheureusement un nouveau décès depuis hier. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Je vous le disais en titre, passation de service ce mercredi à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT. Le bureau exécutif sortant du président Germain Meba a cédé sa place à la délégation spéciale consulaire mise en place par le gouvernement en décembre dernier. La délégation sera chargée d'organiser les prochaines élections consulaires. Edwige Atakwabasabi, Chris Agbidinou et Abide Nyazingbe pour le compte rendu. Vive émotion à la Chambre de commerce et de l'industrie du Togo CCIT. Après 4 ans à la tête de l'institution, Germain Meba, le président du bureau exécutif sortant, passe ici la main à la délégation spéciale consulaire. L'annonce de la mise en place de cette délégation en Conseil des ministres le 23 décembre dernier fait suite à la suspension du processus électoral consulaire de la CCIT le 2 septembre 2020 par le ministre en charge du commerce. 3 principales missions lui sont assignées. C'est un travail qui démarre. La mission pour la délégation spéciale est de conduire les élections au niveau de la Chambre et de mettre en place de nouveaux organes qui auront donc à conduire cette Chambre. Évidemment, pour conduire celle-là, il faudrait regarder les textes, ne pas ignorer qu'il y a des normes internationalement admises, qu'il faudrait donc veiller à ce que ces normes soient insufflées dans notre pays au niveau donc de la Chambre et donc effectivement de mettre en place des organes forts. Au-delà, nous avons forcément la gestion quotidienne de la Chambre parce qu'elle doit continuer à vivre. Le président du bureau exécutif sortant, Germain Meba, après une brève présentation des activités menées par son équipe, a salué la mise en place de cette délégation spéciale consulaire par le gouvernement. Il assure de sa disponibilité à travailler aux côtés des membres de la dite délégation pour la réussite de leur mission. Je suis très heureux de passer le relais ce matin. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à la haute autorité, le président de la République, son Excellence Faure Essoufou Gnassingbé, qui a pris la sage décision de mettre en place une délégation spéciale consulaire en vue de régler tous les problèmes, tous les malentendus que nous avons eus lors du processus électoral. Et je crois savoir que c'est le secteur privé qui en sort gagnant. La délégation spéciale dont Mme Nathalie Manzinwe Bito à la charge est composée de 2 autres membres qui sont ses vice-présidents. Elle est investie d'un mandat de 3 mois renouvelable une fois. Le premier conseil des ministres de cette année 2021 s'est tenu donc ce jour au palais de la présidence de la République et après le compte rendu donc du conseil des ministres, le ministre en charge de la communication, professeur Akoda Ayiwadan, porte-parole du gouvernement, a répondu aux questions des journalistes présents. Je vous propose de suivre donc l'intégralité de cette conférence de presse. Je m'appelle Adam Adjourounou du journal Vision d'Afrique. Parlant donc du professionnalisme des enseignants et leur redevabilité, la prévention des conflits entre les employeurs, comment va-t-il s'organiser au niveau du privé et surtout du confessionnel
Ma seconde préoccupation est la réexamination du Conseil supérieur du développement de l'aménagement du territoire. Est-ce que cette question permettra donc de régler définitivement la question sur les ressorts territoriaux des communes? La politique nationale sur les enseignants qui a été examinée par le Conseil des ministres présente 3 axes. On l'a vu, on a parlé de l'efficacité de l'enseignement, on a parlé de la motivation des enseignants, on a parlé également, n'est-ce pas, de la redevabilité sur laquelle votre question porte. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un certain nombre de mécanismes qui vont être mis en place. Et ce ne sont pas des mécanismes discriminants. La question de la redevabilité est une question de dialogue social, finalement, dans le sous-secteur de l'éducation. Comment est-ce que ce dialogue va s'organiser? Il va s'organiser dans les cadres qui sont fixés par l'État. Relativement à la formation des enseignants, l'État met en place les structures. Relativement à la motivation, à l'évaluation des enseignants, c'est également l'État qui met en place les structures. Mais en mettant en place ces différentes structures, l'État ne met pas de côté l'enseignement confessionnel, l'enseignement privé, puisque l'éducation doit rester une seule pour notre pays. Vous savez, la contribution de l'enseignement confessionnel et de l'enseignement privé en général à notre éducation nationale est une contribution importante et c'est une contribution qui est reconnue par l'État. Seulement, les salariés de ces structures-là ne sont pas des fonctionnaires. Donc, ce sont des salariés qui ne peuvent pas relever du statut général de la fonction publique. C'est le Code du travail qui réglera, n'est-ce pas, les différentes conditions dans lesquelles ces salariés travaillent. Aujourd'hui, le Code du travail qui a été adopté le 29 décembre dernier propose, n'est-ce pas, une série de contrats à ces professionnels, série de contrats sur lesquels ils pourront s'appuyer pour organiser leurs relations avec leurs employeurs. Donc, le dialogue social se fera dans un cadre qui est fixé par l'État, mais relativement au travail qu'ils exécuteront, ce sont des règles du droit privé qui s'appliqueront. Alors, il y avait une deuxième question qui est relative à la délimitation des communes. Alors, le Conseil national du développement et de l'aménagement de territoire qui est en train d'être mis en place, cela a été dit, est une émanation de la loi cadre sur l'aménagement du territoire. Alors, la loi cadre sur l'aménagement du territoire a une vocation particulière. Elle a d'abord pour vocation de lutter contre les déséquilibres et des dysfonctionnements dans l'aménagement du territoire. Planifier l'organisation du territoire en fonction des dynamiques sociales, en fonction des richesses. Alors, cette loi, ou ce conseil en particulier, n'a pas vocation à délimiter les territoires. Il s'agit d'une haute entité du ministère de la décentralisation qui est chargée de cette délimitation. Vous savez, nous sommes un jeune pays en décentralisation. Et effectivement, des difficultés ont pu apparaître relativement à la délimitation des frontières de certaines communes. Aujourd'hui, de nouveaux outils sont utilisés pour faire ce travail sur le terrain, notamment l'utilisation des coordonnées GPS pour faire la délimitation, mais il ne s'agit pas d'un travail unilatéral. C'est un travail qui se fait en coordination avec les communes déjà, les habitants des différentes communes, les habitants dont les villages peuvent se retrouver à cheval sur plusieurs communes. Donc il y a un véritable travail de collaboration, de discussion et de participation finalement dans la délimitation des frontières. Je suis Patrick Degbevi, je travaille à Radio Pyramide. La pandémie crée déjà des psychoses. Quand on a commencé par parler du vaccin, la psychose a continué, ça s'est enflé. Aujourd'hui, quelle est la stratégie que vous mettez en place pour pouvoir rassurer les Togolais? L'autre préoccupation concerne le Code du travail adopté récemment. Oui, à l'étude du test, beaucoup de Togolais se posaient des questions, surtout vu les innovations annoncées. Mais après adoption, on fait le constat que le SMIC n'a pas changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de tests, beaucoup de chartes des activités sportives et physiques et sportives, charte de bonne conduite. Quelle est la vision du gouvernement dans ce sens-là? Merci. D'abord sur le programme de vaccination. Vous savez, notre pays a choisi, n'est-ce pas, de renforcer ces différents dispositifs relativement à la lutte contre cette pandémie. Et
la stratégie qui a été retenue, on va dire la stratégie globale, c'est d'abord une stratégie de riposte, de résilience et de relance. Il y a eu un travail qui a été fait sur la riposte, il s'agit d'une action immédiate. Il y a un travail qui est en train d'être fait sur la résilience et la relance. Et dans le cadre de ces deux derniers axes, il y a la question de la vaccination sur laquelle notre pays s'est positionné très rapidement. Effectivement, l'initiative COVAX, à laquelle le Togo a adhéré, nous permet de nous rendre bénéficiaires d'une certaine fraction de doses de vaccins disponibles pour démarrer la campagne vaccinale. Et cette fraction de doses de vaccins sera allouée prioritairement à des profils déterminés. On a parlé des personnels soignants qui sont nos frères et nos sœurs, qui sont en première ligne dans la lutte contre cette pandémie. On a parlé d'eux. On a parlé des personnes qui présentaient de la comorbidité, des personnes d'un certain âge. Donc c'est véritablement la population la plus vulnérable face à cette pandémie qui sera la première à être vaccinée. Mais attention, avant même d'arriver là, il faut noter qu'il y a eu des initiatives qui ont été prises. Il y a eu un travail préparatoire qui a été réalisé par le gouvernement pour vérifier la disponibilité de ces vaccins, la mise en place des structures pouvant conduire cette opération qui, il faut le noter, sera la plus grande jamais réalisée sur notre territoire. Au total, pour qu'on puisse avoir, on va dire, une couverture ou une immunité collective suffisante, il faut avoir autour de 60%, 70% de la population vaccinée. Donc, l'initiative COVAX nous permet d'avoir 20% de cette dose et il nous appartiendra, l'État s'organise pour cela, d'avoir la fraction restante. Et une fois que cette fraction sera disponible, la campagne sera organisée en deux phases. La première phase, c'est celle dont je vous ai parlé, qui concerne les 20%, et la suivante va concerner notamment les élèves, les enseignants, les personnels administratifs et parapublics, ceux qui sont exposés, les chauffeurs de taxi, les forces de l'ordre. Donc, la seconde campagne concernera ceux-là spécifiquement. Mais la stratégie même est, elle aussi, déclinée en deux mouvements. Le Togo s'organise pour avoir des postes fixes de vaccination et ensuite des postes itinérants de vaccination. Donc, le ministère de la Santé est en train de travailler pour mettre en place tous ces dispositifs pour que la campagne de vaccination, qui, à notre égard, a le mérite de pouvoir tirer les leçons de ce qui a déjà été fait ailleurs pour nous permettre d'éviter, n'est-ce pas, de commettre les mêmes erreurs qui ont été commises par ailleurs. Donc aujourd'hui, nous en sommes là. La troisième question concernait la vision du gouvernement relativement au sport en général. Aujourd'hui, la ministre des Sports et des Loisirs a présenté notamment une charte qui a été signée par nos représentants en matière de football locaux, nos représentants locaux. Et cette charte est déclinée autour de deux axes. D'abord, le premier axe concerne la présentation des emblèmes de notre pays. Nous sommes une nation, nos représentants nous représentent. Et les emblèmes constituent des instruments d'une importance très haute dont on doit mesurer la portée. Donc le premier axe concerne les emblèmes. Mais le second axe, qui est plus pratique, va concerner le rôle et la responsabilité des différents acteurs. Quand je parle de différents acteurs, on peut les classer en deux. Nous allons avoir d'un côté les dirigeants des fédérations, ou les fédérations si l'on veut. Nous allons avoir d'un autre côté les joueurs de façon rassemblée. Alors, les responsables de fédérations, les ministères, ont une responsabilité importante, notamment par exemple dans la mise à disposition de la logistique nécessaire pour la réussite d'une compétition, dans le suivi médical des joueurs, suivi paramédical aussi, dans la négociation des primes. Donc, tous ces éléments-là ont été rappelés dans la charte. Les joueurs ont une responsabilité, un rôle à jouer. Ils doivent représenter dignement notre pays. Ils doivent aussi
faire en sorte d'être prêts au moment où on les sélectionne. Ils doivent respecter le cadre de vie, avoir une certaine discipline, éviter le dopage par exemple pour nous mettre en difficulté. Donc la charte rappelle toutes ces exigences. Mais au total, la vision, elle est laquelle? C'est celle d'avoir des représentants qui nous représentent justement à l'international dans les meilleures conditions possibles. Il s'agit d'éviter d'avoir des compétitions qui démarrent sur des malentendus, qui démarrent dans une inorganisation totale et qui, évidemment, ne peut pas donner de résultats. Donc, voilà l'une des raisons fondamentales pour laquelle cette charte-là a été proposée par Madame la ministre des Sports et des Loisirs et a été saluée par le Conseil des ministres qui a recommandé l'extension de la charte aux différentes fédérations sportives. Alors, relativement au SMIC, vous me donnez l'occasion ici de saluer le travail remarquable qui a été fait sur le Code du travail. Je vous recommande dans la lecture de cet ouvrage-là qui permet de nous positionner aujourd'hui véritablement comme un pays où le marché du travail est redynamisé. Vous savez, nous sommes en concurrence, que ce soit avec nos voisins, que ce soit à l'international, nous sommes en concurrence. Et ce qui nous permet de capter l'investissement et de développer l'entrepreneuriat, c'est notamment un marché du travail le plus dynamique possible, le plus ouvert possible. Et aujourd'hui, le Code du travail nous offre un outil pour redynamiser notre marché du travail. Alors, relativement au SMIC, il est vrai que depuis quelques années, le SMIC n'a pas été réévalué. Alors, le Code du travail n'a pas vocation à contenir une réévaluation du SMIC. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Et parce que c'est une loi, sa modification est un peu plus lourde. Donc, le SMIC ne peut pas être inscrit dans le Code du travail. C'est le choix qui a été fait pour permettre, avec beaucoup de souplesse, de pouvoir le réaménager en cas de besoin. Alors, le SMIC va faire l'objet, cela a déjà été annoncé, d'une discussion entre l'État, le patronat et les syndicats. Et c'est à la suite de cette discussion-là que le réaménagement du SMIC sera annoncé. Dans le nouveau Code du travail, il a d'ailleurs été prévu un pouvoir qui est reconnu au gouvernement d'instituer par voie réglementaire toutes les mesures nécessaires pour renforcer les droits des travailleurs. Donc il y a là une fenêtre qui est prévue pour annoncer la réévaluation éventuelle du SMIC. Je suis Aïe Ataï, le directeur du site Atlantique Info.tg. Et la situation de la paix et de la sécurité dans l'espace CEDEAO est toujours préoccupante dans certains pays malgré les dispositifs sécuritaires mis en place. Et ma question est de savoir quelles sont les nouvelles dispositions prises ou apportées pour endiguer ou au mieux éradiquer le phénomène. Et la seconde question concerne l'avant-projet de loi organique portant et attribution, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Ma question est de savoir, ce projet vient parce que le gouvernement a constaté des insuffisances au niveau de la Cour des comptes et aussi de savoir quelle est la nouveauté au niveau de ce projet de loi. Je vais commencer par la seconde. L'avant-projet de loi portant attribution, fonctionnement et organisation de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes n'est qu'une conséquence d'abord de la réforme constitutionnelle de mai 2019. Parce que cette réforme a entraîné ou a édicté de nouvelles attributions à la Cour des comptes. Et il y a également de nouvelles directives de l'UEMOA notamment qui devaient être internalisées et qui concernaient directement la Cour des comptes. Donc, ces éléments ont imposé une réforme du texte existant relativement à la Cour des comptes. Alors, est-ce qu'il a été noté des insuffisances relativement à la Cour des comptes? En réalité, aujourd'hui, d'abord, le Togo a opté pour le basculement sur un budget programme, et le basculement sur le budget programme va entraîner des conséquences.
la déconcentration de la responsabilité, par exemple. On va avoir des ordonnateurs délégués. Ces ordonnateurs-là doivent être contrôlés, évidemment, dans leur action au service de l'État. Cela nécessite le renforcement de la Cour des comptes. La décentralisation entraîne un surcroît d'activité. Et là aussi, il y a besoin de renforcer la Cour des comptes, les cours régionales des comptes qui ont été créées notamment, pour que le contrôle de l'action publique soit réalisé de façon beaucoup plus efficiente. Dans ce nouveau texte, il y a, entre autres, notamment, l'affirmation de la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes. Il y a, entre autres, l'affirmation de l'indépendance et de l'autonomie financière et de gestion de la Cour des comptes. La limitation des mandats, on en a parlé. Donc, l'État veut faire de cet outil-là un véritable instrument de contrôle des politiques publiques, d'analyse de performance de l'action publique. C'est également un outil finalement pour le citoyen, parce que la Cour des comptes fait des rapports. Le citoyen peut se saisir de ces rapports-là pour évaluer l'action publique, notamment. Et vous le savez, il y a une loi qui permet aux citoyens de disposer de l'information publique. En s'appuyant sur ce texte-là, le citoyen, bénéficiant de ces rapports d'évaluation, peut être un véritable acteur de développement de son pays. Et sur la première question qui portait sur la situation sécuritaire dans l'espace CEDEAO, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que, vous savez, la CEDEAO, c'est une communauté. Donc, dans cette communauté, il y a plusieurs États. Et dans ces États-là, il est vrai que certains sont plus en difficulté au plan sécuritaire que d'autres. La question de la sécurité est d'abord une question nationale, au départ. Vous l'avez vu, dans notre pays, nous avons fait le choix récemment de l'adoption d'une loi de programmation militaire. Cette loi-là va dans le sens de l'accroissement de la sécurité. Mais le travail fait, on va dire individuellement par les États, aujourd'hui on s'en rend compte, ne suffit pas pour endiguer la menace au plan communautaire. Raison pour laquelle, au plan communautaire, justement, il y a une politique qui est en train d'être mise en œuvre et qui va faire l'objet de débats lors de la réunion très prochainement sur la situation sécuritaire de la CEDEAO. Donc, à l'issue de cette réunion, je pense que l'on aura des éléments clairs pour répondre à votre question. Merci. Et voilà donc, c'était le compte-rendu, après compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.